Cosse. Mouton. Vautour, sanglier, Lozère. Pierre sèche. forêt, herbe, UNESCO. Flore. pain, moulin, Paysage. Cévennes. brise. La montagne que tu vois là, c'est celle-là. Ah, mais c'est trop cool. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission exceptionnelle et unique de C'est mon patrimoine. C'est une émission qui clôt un stage de cinéma audiovisuel avec un groupe d'adolescents mené cet été en partenariat avec Télédrail et La Nouvelle Dimension. Cette émission est préparée, animée par des ados, et je vais laisser la parole à Martin juste après, et financée et soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication et la DRAC Occitanie. Donc on va vous présenter les différents reportages audiovisuels qui ont été réalisés cet été, et puis échanger ensuite avec les différents invités que nous avons reçus ce matin. Je laisse la parole à Martin qui va animer cette émission. Déjà, bonjour à tous. Moi, c'est Martin. Donc, je suis l'animateur sur ce plateau aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ça, donc je suis vraiment stressé, je vous le cache pas. Mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Alors ouais, l'émission qu'on fait aujourd'hui, elle clôture le stage qu'on a fait du 10 au 13 juillet cet été. Et on était donc 5 jeunes à cette occasion. Il y avait Martin à ma gauche, il y a Jean à ma droite, il y a Eva au centre, et il y a Baptiste à la régie tout en haut. Et pendant ce stage, on allait interviewer Lise, notamment, donc une formatrice à Supagro, un artisan pierre sèche et une agricultrice. Et justement, en fait, ils ont répondu à nos questions par rapport au patrimoine. Donc à cette occasion, nous avons des invités. Donc merci beaucoup d'être venus à vous trois. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Dominique Lizard. Je travaille pour l'entente interdépartementale d'Écosse et des Cévennes. Donc, nous sommes la structure gestionnaire du bien UNESCO du même nom, Écosse et Cévennes, donc qui est inscrit au patrimoine mondial par rapport au paysage. On parle de paysage de l'agropastoralisme. Et donc, moi, je suis en charge de l'observatoire de l'agropastoralisme et des paysages. Bonjour, Lise Cosmala, je travaille à Supagro, donc ici. Supagro, c'est une structure de formation dans l'enseignement technique agricole. Et moi, je travaille plus précisément sur les domaines des interactions entre agriculture et environnement. Et bonjour à toutes et à tous, et bonjour Martin. Merci de m'avoir invité. Moi, je m'appelle Éric Dessolier, je travaille au Parc national des Cévennes, qui est un établissement public de l'État et qui existe depuis plus de 40 ans maintenant sur ce territoire. Merci. Donc on va pouvoir commencer à regarder le premier reportage qu'on a fait sur le Cosméjean. Bonjour, je m'appelle Lise, je travaille à Supagro à Florac, en bas. Et je suis formatrice en agriculture et environnement. Donc du coup, je suis formatrice d'étudiants et d'enseignants. Alors je vous ai amené sur le Cosméjean, sur le site des antennes. Et je vous ai amené ici parce que je trouve qu'on voit différentes végétations ici, qui sont dues à l'action de l'homme. Et du coup, je vais pouvoir un petit peu vous expliquer par rapport à votre sujet. Du coup, je trouve qu'ici, c'est assez représentatif. Parce que par exemple, tu vois là, hop, cette herbe, toutes ces herbes-là, c'est des herbes que les moutons peuvent manger. Et si tu vois la différence, là-bas, c'est des prairies qui sont semées. Donc ça, c'est quelque chose. Donc là où c'est vert clair, je ne sais pas si vous voyez, là, vert clair et un peu marron. Ou là où il y a des champs de blé,
c'est des espaces qui sont semés, donc qui sont pas naturels, on va dire, qui sont modifiés par l'homme. Tandis que ça, c'est un espace qu'on appelle semi-naturel, avec une végétation spontanée, donc qui pousse toute seule, que les moutons peuvent venir manger. Il y a un lien très fort entre l'activité de l'homme et les paysages, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'activité de l'homme, on aurait des paysages totalement différents. Tout ce qu'on voit là, c'est lié à l'activité de l'homme. Par exemple, on voit au loin un moulin. Donc s'il y a un moulin, ça veut dire qu'avant il y avait des céréales, il y avait beaucoup plus de céréales que maintenant. Donc on voyait partout des champs de blé comme on voit là, on en voyait partout. Et au fur et à mesure, l'activité agricole s'est un peu transformée. Il y a eu de moins en moins de céréales et de plus en plus d'élevage. Donc qui dit élevage dit il faut nourrir les animaux, donc les moutons. Donc comment on les nourrit? À partir de différentes surfaces qui, du coup, façonnent le paysage. Donc il y a des surfaces en céréales qui sont là. Il y a des surfaces en prairies semées, qui sont un peu plus vert tendre, qu'on voit là-bas. Et tout le reste, donc tout le reste, c'est-à-dire sur quoi je marche, là où on appelle ça des parcours. Et en fait, dans ces parcours, il y a différentes herbes. Et il y a aussi des arbres un petit peu comme ça, les buis. Et en fait, le fait que les moutons mangent, donc le fait que les hommes, tu me parlais de l'activité de l'homme, le fait que les hommes amènent les moutons manger, les moutons ils sont ici, ils pâturent l'herbe et ils permettent en fait de préserver ces paysages qui font que le paysage ici, enfin la région quoi, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que si on mettait plus du tout de moutons, donc plus du tout d'activité d'hommes, eh ben, ce qui se passerait c'est que les buis, donc tous les arbustes qu'on voit au loin, gagnerait du terrain en fait et on n'aurait plus la pelouse mais au fur et à mesure une sorte de petite forêt avec des arbustes comme ça. Donc Lise, vous êtes formatrice à Supagro. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu ce que c'est Supagro? Oui, donc Supagro, on dit Supagro mais c'est Montpellier Supagro. Qui est un centre de formation agronomique, donc plus pour des ingénieurs agronomes. Et à Florac, en fait, c'est une antenne, donc un autre établissement de Montpellier Supagro, où on forme des étudiants qui sont en licence pro, donc pas en ingénieur, mais en licence professionnelle. Et on forme aussi des professeurs, des enseignants de lycée agricole. Donc comme le Parc national des Cévennes, comme disait Eric, c'est un organisme d'État, mais qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui est vraiment voué à la formation technique agricole. D'accord. Donc du coup, grâce au reportage aussi, on comprend l'importance de l'agropastoralisme pour le maintien de l'ouverture des paysages. Mais pourquoi il faut-il les garder ouverts et qu'est-ce que serait le risque pour la biodiversité s'ils étaient fermés? Alors, pourquoi il faut les garder ouverts? Donc déjà, c'est une question qui est... moi j'aime bien dire anthropocentré dans le sens où c'est vraiment un point de vue humain aussi qu'on dit il faut les garder ouverts. Donc il y a plusieurs dimensions. Déjà il y a la dimension agricole qui fait qu'en fait si on abandonnait peu à peu l'agriculture, comme je disais dans le reportage là, les paysages se fermeraient et en fait ces espaces seraient beaucoup plus durs à valoriser du point de vue agricole. Enfin, c'est-à-dire que s'il y a un espace qui est complètement boisé, c'est plus un espace où on va pouvoir aller pâturer. Donc déjà, par rapport au maintien de l'activité de l'agriculture, enfin, si on est agriculteur et si on veut maintenir l'agriculture sur le COS, on peut se dire qu'il faut maintenir ces paysages ouverts. Donc ça, je pense que c'est une des principales raisons, hein, donc le côté agricole. Mais après, il y a d'autres points de vue. Il y a le point de vue qu'en fait, il y a une biodiversité qui est vraiment spécifique, qui est liée à ces milieux ouverts, surtout au niveau des espèces végétales, des insectes, des oiseaux et aussi des grands mammifères. Mais là, c'est vraiment, encore une fois, un point de vue humain, parce qu'on pourrait aussi se dire, si les paysages se fermaient, on aurait une autre biodiversité qui serait là. Donc en fait, pourquoi il faut les garder ouverts au niveau agricole et économique, à la limite, on peut comprendre. Après, au niveau écologique, c'est aussi un point de vue qu'on dit que les paysages ouverts sont plus intéressants pour tel ou tel type d'espèce. Donc il y a la dimension agricole, écologique, mais du coup, c'est un parti pris humain. Et ensuite, il y a la dimension patrimoniale et culturelle. Donc il y a Dominique qui nous parlera peut-être un petit peu aussi des objectifs de l'entente et du bien UNESCO COS et Cévennes. Et là, c'est encore quelque chose de totalement humain, c'est-à-dire un attachement culturel en fait à ce patrimoine, à ces paysages, et puis des paysages qui sont peut-être aussi plus typiques et plus agréables pour des activités type randonnée, découverte, etc. Parce qu'en fait, du coup, c'est des paysages ouverts, donc on voit loin, et c'est aussi, il y a une sorte de bien-être quand on est là-haut de pouvoir voir aussi loin. Voilà, donc je dirais qu'il y a ces trois dimensions, mais encore une fois, c'est complètement
quelque chose d'humain en fait. Après, si on parlait que de la nature et de l'écologie à proprement parler, on n'aurait peut-être pas la même réponse. Voilà, je ne sais pas si les invités ont quelque chose d'autre à dire là-dessus. C'était parfait, je sais pas, mais voilà, Martin, j'ai répondu au mieux à ta question. Mais- Ah non, j'ai pas fini de répondre. Tu m'avais dit quels sont les risques pour la biodiversité. Pour la biodiversité, oui. Les risques du coup de fermeture des milieux, c'est ça? Si jamais les paysages étaient s'ils étaient fermés, Oui, quels seraient d'accord. les risques pour la biodiversité? En fait, on n'aurait plus la même biodiversité, mais on en aurait une autre, tu vois. Les risques pour la biodiversité en place, c'est que des types d'insectes, de plantes ou d'oiseaux, n'importe quelle espèce animale ou végétale qui sont inféodées à ces milieux, c'est-à-dire qui dépendent de ces milieux, auraient tendance à diminuer, à disparaître ou à aller voir ailleurs. Mais il y aurait une autre biodiversité en place. Mais la caractéristique de cette biodiversité, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces sur ce type de milieu. Donc il y aurait peut-être moins d'espèces, d'autres espèces, mais moins d'espèces. Et du coup, ce ne serait pas la biodiversité, on appelle patrimoniale, donc vraiment liée à ces milieux. Du coup, vous nous avez beaucoup parlé des animaux sur ce type de paysage. Mais est-ce que vous pouvez nous parler des espèces endémiques au COS? Alors, j'en connais pas beaucoup en fait, dans le sens où moi je travaille quand même plus sur l'agriculture, sur la biodiversité. La seule que je connais, c'est déjà pas mal, j'en connais une, c'est une espèce qui s'appelle l'armérie de Girard. C'est une petite plante en fait qui fait une petite fleur toute petite comme ça, de la taille d'une pièce d'1 euro, donc encore plus petite, hein, une petite fleur violette et qui est du côté de Saint-Pierre-des-Tripiers. Voilà, et du coup il y a effectivement des études en cours pour savoir à quel point cette espèce est liée à l'ouverture des milieux. Et du coup, il y a effectivement des mesures qui sont mises en place pour que les agriculteurs puissent garder les milieux ouverts et puissent contribuer au maintien de cette espèce. Du coup, est-ce que Guillaume, tu as des questions supplémentaires à poser? Non, pour moi c'est très clair. Je ne sais pas si tu voulais faire un commentaire sur le reportage, comme tu es la seule invitée à avoir participé au film. Déjà oui, je peux faire un petit commentaire. J'ai trouvé ça vraiment sympa de participer à ce projet. Et puis surtout, ce qui m'a frappé, c'est le côté professionnel qu'on voit encore, d'avoir vraiment un film, un reportage, des questions. Je trouve que le montage, il est vraiment très bon au niveau de la qualité des images. Je ne m'attendais pas à un résultat aussi bon. Et puis toujours pareil, toute une demi-journée de reportage pour extraire juste 2 ou 3 minutes et d'avoir extrait l'essentiel. Donc bravo aux ados qui se sont bien impliqués, puis à Raphaël, à Télédrail, à toi aussi, je pense qu'on vraiment bien encadré le truc, parce que je trouve ça vraiment très professionnel et je suis assez agréablement surprise. Du coup, merci beaucoup. Avec plaisir. On va lancer le deuxième film. Du coup, le deuxième reportage qu'on a fait, c'était sur la ferme de Mativé avec Béatrice Michel. Alors, c'est Béatrice Michel, on habite à Mativé, on est en GAEC à 3, donc mon mari et mon fils. Et on exploite de Mativé depuis 1966. Donc moi, je me suis installée en 92 et mon fils en 2014. On est sur le Causse Méjean, côté Florac, où à l'époque on l'appelait le Causse nu parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'arbres justement, mais petit à petit la végétation gagne. Alors peut-être pas bien en arbre, mais les buis, les generiers ont gagné du terrain. On a 600 brebis viande et elles pâturent, donc elles vont dehors du début mai à fin décembre, on va dire. Après, ça dépend des années. Il y a des années, on rentre un peu plus tôt parce il y a de la neige, voilà. Mais normalement, c'est de mai à décembre. Et elles mangent au début, elles mangent la bonne herbe, et puis à la fin, elles mangent pas forcément, mais elles mangent toute l'herbe qu'il y a dehors.
Je pense que si les brebis sortent pas de la bergerie, ça s'embroussaillerait très très vite. Les arbres, les pins, ben, ça gagnerait quoi. Parce que ben, nous aussi, on contribue on broie de la végétation, donc ça contribue aussi à tenir le milieu ouvert, quoi. Hein. Il y a les brebis, mais il y a aussi l'homme qui fait qu'on tient ouvert, hein, parce que les brebis, ça ne suffirait pas. Quand nous, on a coupé tous les pins qui étaient gros, donc il n'y a plus de semencier. Donc, ben, et dès qu'on en voit un petit, ben, on prend le sécateur et on le coupe. Voilà. Quand on va aux brebis, on a souvent ou un couteau, et à mesure qu'on voit un petit pin, on le coupe. On l'arrache ou on le coupe s'il est un peu gros. Donc ça fait qu'il n'y a presque plus de pin sur notre exploitation, quoi. Merci beaucoup. Donc, nous avons Dominique Lézard qui travaille à l'Observatoire de l'agropastoralisme et du paysage. Merci d'être venu. Oui, avec plaisir. Donc, nous avons quelques questions à vous poser en rapport notamment avec le reportage. Alors, déjà, est-ce que la ferme de Mativet, elle est représentative des autres espaces agricoles, des autres exploitations? Oui, elle est assez. On l'a vu, donc on est sur le Cos Méjean, c'était un élevage ovin viande. Donc ça, c'est quand même assez typique de ce qu'on trouve sur le Cos Méjean. On a vu que c'était un GAEC familial, donc aussi c'est assez fréquent. Et il faut savoir que quand même les ovins viande, c'est vraiment les exploitations les plus pastorales qu'on a. Voilà. Pastoralisme, ça veut dire qu'on va chercher à exploiter au maximum les ressources spontanées sur les parcours, comme on l'a vu tout à l'heure. Et voilà, pour avoir une gestion, on va dire, un peu efficiente de la ressource herbagère. Et donc du coup, quels sont les métiers, les avantages du métier d'agriculteur dans ce type de paysage? Alors déjà, comme on a vu, c'était plutôt des grands paysages, donc on a de la place, on peut faire du coup de l'élevage extensif, donc ça c'est quand même assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur un territoire pour le coup qui maintenant est vraiment connu et reconnu. Voilà, on a le parc des Grands Cosses, on a le parc des Cévennes, la reconnaissance maintenant à l'UNESCO, et on a l'institut de recherche, Supagro. Du coup, tout ça aussi, ça apporte un certain dynamisme, voilà, un renouveau aussi de l'agropastoralisme. On est dans de l'innovation et on a un support du coup apporté par ces institutions pour proposer aussi voilà, un agropastoralisme qui soit novateur. Et en opposition, les limites Alors les limites, on va dire, c'est plus la géologie. Hein. On est sur un grand plateau calcaire. Donc là, le problème, c'est que toute l'eau s'infiltre directement dans le sous-sol. Donc on a cet aspect très aride. Donc on a un vrai problème de gestion de l'eau. Donc ça, c'est problématique, surtout pour nos activités d'élevage. Et du coup, on a très peu de surfaces qui sont cultivables. Les surfaces, elles sont vraiment limitées à ce qu'on appelle des dolines ou des combes, qui sont des dépressions en fait, dans lesquelles on peut s'accumuler de l'argile, donc constituer un sol qu'on peut labourer, mais autrement, ce n'est pas mécanisable. Donc voilà, c'est vraiment une limite. C'est pour ça que du coup, on fait du pastoralisme, quoi. C'est un moyen d'arriver à mettre en valeur ces terres qui sont en fait très difficiles. Et donc là, dans le reportage, Béatrice, elle évoque les difficultés un peu du métier. Et d'après vous, quel est l'avenir du métier d'agriculteur? Sur l'Écosse, je pense que l'avenir il est intéressant parce que justement il y a cette reconnaissance aujourd'hui au patrimoine mondial et nous notre rôle pour la gestion du bien inscrit à l'UNESCO, la priorité numéro 1, c'est aider au maintien de l'agropastoralisme. Donc là, on a vraiment une mission de soutien voilà, à cette activité-là. Donc on peut dire que ça leur donne aussi une perspective d'avenir. Après, c'est vrai que l'exploitante, elle parle beaucoup de la fermeture des milieux. Donc c'est évidemment tout un enjeu puisque ces paysages-là, ils ont été reconnus notamment par rapport à leur ouverture. Et elle parle notamment du fait qu'eux sont intervenus pour couper les pins. Et ça, c'est intéressant parce que on a vu, Lise en parlait tout à l'heure, auparavant, on exploitait surtout du blé en fait sur l'Écosse. On avait vraiment une culture orientée vers les céréales. Et ça a disparu, ça a changé. C'est devenu plutôt soit du lait, soit de la viande. Et
Et donc du coup, voilà, on a une fermeture des milieux et on se rend compte que le pâturage n'est pas suffisant à enrayer complètement la fermeture. Il la limite, enfin il a ralenti du moins, mais il ne l'enraye pas. Donc on a besoin aussi d'avoir des interventions humaines parce que auparavant c'est ce qui était fait en cultivant plus largement, quoi. Guillaume, est-ce que tu as... Moi, je me demandais si, parce que l'on a vu que c'est un GAEC familial, est-ce qu'on a une idée de ce qui est de nouvelles installations, de jeunes qui viennent s'installer, ou si c'est essentiellement des GAEC familiaux, et auquel cas ça pose la question de la transmission si jamais elle ne se fait pas de manière familiale. Oui, bah c'est sûr que ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui, tout ce qui est installation, transmission. Alors, c'est pas trop mon domaine de spécialité, donc j'aurais du mal à donner vraiment des chiffres, mais bon, on sait que c'est un problème, quoi. Voilà, on a des gens qui veulent s'installer, voilà. Après, est-ce que on sent aussi qu'il y a des propriétés qui sont vraiment limitées. Enfin, c'est difficile de trouver du foncier, en fait, tout simplement pour les nouveaux exploitants. Ça, c'est un problème. Après, est-ce que ensuite, sur les exploitants qui partent à la retraite, est-ce qu'on a un repreneur derrière? Est-ce que finalement ces parcelles vont pas juste s'enfricher parce qu'elles ne seront pas vendues, etc. Donc ça, c'est un problème et ça fait partie aussi des thématiques sur lesquelles on veut travailler pour mieux comprendre ce qui se passe et pour favoriser l'installation et la transmission d'une manière générale. Du coup, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer au troisième reportage. Donc sur les artisans bâtisseurs. C'est ça. Donc on est allé à Saint-Énimie pour aller rencontrer un intervenant des artisans de pierre sèche. Alors là, c'est un chantier organisé justement en partenariat avec ABPS et la commune de Saint-Énimie, à être initié aux techniques de la pierre sèche. Alors là, justement, la commune de Saint-Énimie, c'est spécifique pour que les gens puissent choisir quand ils s'inscrivent au calcaire. Saint-Julien-Tournelle, par exemple, ça sera sur schiste, ou Saint-Flour-de-Mercoire, ça sera avec le granit, quoi. Pour ça, vous pouvez choisir votre pierre, quoi, que vous aurez chez vous après plus tard. Sur la pierre sèche, un truc fondamental, le truc à retenir, c'est que pour un mur de soutènement, c'est-à-dire qui soutient ou de la terre, une route ou un bâtiment, c'est ce qu'il y a de plus résistant. C'est plus résistant que le bancher ou que les murs maçonnés. Et ça a été prouvé, on a fait des thèses avec l'association, des doctorats, on en est au 4e doctorat, c'est prouvé, quoi. Parce que c'est drainant, en fait, ça laisse passer l'eau, en fait. C'est l'eau qui charge les murs, en fait. Et là, du coup, elle passe, c'est très peu connu, mais en fait... Donc c'est des trucs qui vont durer au moins la durée de vie de la pierre, quoi, voire plus. Pour 100 ou 150 ans peut-être le mur. Parce que la pierre sèche, vous avez bien compris que c'est sans liant, sans aucun liant, il n'y a pas de terre, il n'y a rien, c'est que du caillou. Toute taille, on peut caler, machin, bourrer après, les vides et tout. C'est un mur poids qui s'oppose au poids de la poussée de la montagne, quoi. Et si vous maçonnez, du coup vous laissez ce qu'on appelle des barbacanes, vous avez vu ça, ces trous là, que les maçons laissent soit un tube PVC, soit un petit trou là, mais qui est censé laisser passer l'eau, mais qui se bouche assez rapidement. Alors que quand c'est de la pierre, c'est pour eux, quoi. C'est un drain, l'ensemble du mur fait drain, quoi. Il finit par se colmater, hein, mais avec la vie biologique à l'intérieur du mur et tout, mais ça prend, c'est les vers de terre et compagnie, mais ça prend 100 ans ou plus, quoi, ou 200 ans, quoi. En face, vous en avez qui sont d'origine, hein, ils ont peut-être 150 ans ou 200 ans. Hein. Mais c'est vrai, partout où il y a de la pente, c'est vrai. Hein. Alors là, il y a beaucoup de végétation maintenant, là, tout ça, c'est laissé à l'abandon. Hein. Mais là, il faut imaginer tous ces coteaux-là on les voit là, même derrière, il y en a, qui étaient plantés ou en vigne, ou en fruitier, ou en céréales. Il n'y avait aucun pin sylvestre, tout était beaucoup plus dégagé, où le pastoralisme faisait qu'il n'y avait pas tous ces arbres-là. Parce que la pierre sèche, c'est écolo aussi. Là, parce que, du coup, la vie est possible dans les murs. C'est pas comme dans les murs maçonnés et bétonnés. Là, la vie, là, il y a des lézards, il y a un peu de tout. Ah, le coup de ça, oui, vous en trouvez. Après, c'est le principe général de la maçonnerie, c'est-à-dire qu'il faut croiser les pierres, quoi. Il faut les croiser là sur le parement, mais aussi dans leur profondeur, dans la largeur du mur. Parce qu'en fait, il y a deux paraments, enfin, c'est deux murs en fait. Même si c'est un mur de soutènement, il y a quand même deux. Sauf que l'arrière n'est pas soigné, puisque c'est côté terre, quoi. Mais il tient de lui-même, quoi. C'est pas le remblai qui tient le mur, hein, c'est le mur qui tient le remblai. D'ailleurs là, c'est pas nous qui remblayons, c'est la commune qui venait remblayer après, quoi. Et vous pouvez avoir le vide, le mur il tient de lui-même, quoi. Sauf que derrière, le parement est vertical, alors que devant il y a du fruit. Donc en fait, il rétrécit, quoi. Il est plus large en bas qu'en haut, quoi.
c'est pyramide, quoi. J'ai remarqué que les Égyptiens, ils savaient faire, quoi. Ça marche bien, quoi. Ouais, mais bon, le fait pyramide, ça aide, quoi. Alors, en rapport à ce reportage, nous avons Éric Dessolier qui est venu aujourd'hui, donc qui travaille au Parc national des Cévennes et est chargé de la mission urbanisme et paysage. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, comme vous l'avez dû le comprendre, on a quelques questions à vous poser. Premièrement, quels sont les moyens mis en œuvre pour protéger le patrimoine déjà bâti ? Alors les moyens mis en œuvre, ils sont de plusieurs ordres, et puis ils ont évolué pendant toute l'histoire du parc. Quand le parc a été créé ici, les Cévennes subissaient les conséquences de l'exode rural, donc il y avait énormément de bâtisses et de patrimoine qui tombaient en ruine en fait, parce que les gens, la majorité des gens, enfin une grande partie des gens étaient partis travailler ailleurs. Et vous l'avez vu, ce patrimoine demande un entretien assez important. Donc le parc à sa création a été déjà un acteur foncier. On a acheté énormément, on a acheté des fermes pour remettre des paysans dedans. On a acheté des bâtisses pour loger les gardes moniteurs du parc. Voilà, donc c'était déjà une action foncière. Et on a aidé également les agriculteurs à créer des gîtes, à retaper leurs maisons, etc. Aujourd'hui, en fait, l'action, l'aide, elle est humaine et financière. Elle est humaine parce qu'on apporte des compétences aux gens qui habitent dans le cœur de parc. Vous savez que le parc, c'est deux choses. C'est le cœur qui représente un tiers de la surface du parc et l'aire d'adhésion. Les communes adhèrent et signent une charte des engagements. Mais dans le cœur de parc, c'est un cœur habité, ce qui fait une grande spécificité au niveau des parcs nationaux. C'est le seul parc national où le cœur est habité. Donc dans ce cœur, nous, on met à disposition des compétences en architecture, en technique de bâti, en technique de restauration traditionnelle, pour aider les gens à réhabiliter leur maison suivant des règles qui respectent la construction de ce bâtiment. On aide également d'un point de vue financier. On a un programme de subvention, notamment pour les toitures, pour que les gens refassent leur toiture en lauze de pierre de schiste ou de calcaire, selon cette technique traditionnelle. Et puis je dirais, et vous l'avez vu vous l'avez bien noté dans le reportage, vous avez interviewé un artisan bâtisseur en pierre sèche. Ce qu'on fait surtout, c'est qu'on est en réseau et on aide les artisans et les filières du domaine de la construction. Nous, on est très fiers d'avoir sur le territoire du parc une école de la pierre sèche. Je pense qu'elle est unique en France, donc on peut peut-être dire l'école de la pierre sèche française, enfin l'école nationale de la pierre sèche. Et elle est là dans un petit hameau qui a été complètement retapé avec l'aide du parc à l'Espinasse, sur la commune de Ventalon-en-Cévennes. On a voilà, c'est ce savoir-faire en fait qui se transmet, qui est toujours vivant. Et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est une de nos actions principales. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de différents types d'architecture typiques aux gorges du Tarn et aux Cévennes ? Non, je ne peux pas vous en parler parce qu'on passerait trop de temps. Mais ce qu'on peut dire surtout, c'est une architecture le témoignage, ce qui nous reste du passé, c'est une architecture ancestrale de matériaux locaux. Donc c'est une architecture de savoir-faire paysan en fait. Les paysans construisaient les maisons avec les matériaux qu'ils avaient in situ et qu'ils prélevaient in situ. Baladez-vous le long des vallées et vous verrez des pierres de schiste avec des galets qui étaient prélevés dans la rivière. Voilà, c'est une architecture de bon sens, très simple, on va dire, qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas qui est quelque chose qui pouvait être reproduit en fonction des gens, des compétences des bâtisseurs qu'il y avait à l'époque. Donc voilà, c'est simplement lié à la pierre et aux matériaux qui existent sur le site. Et quand je dis bon sens, c'est également économie des terres agricoles. Parce que si vous observez bien, la majorité des hameaux cévenols traditionnels sont construits là où les terres étaient les moins riches, sur le socle rocheux, et on préservait bien évidemment les terres agricoles aux alentours. Et du coup, quelles sont vos priorités en fait dans la préservation du patrimoine au sein du parc, par exemple ? Nous, notre priorité, c'est que ce patrimoine il reste vivant, il reste habité.
Et il est du sens pour également les générations d'aujourd'hui, les générations futures. L'objectif, c'est pas de faire un musée, c'est d'avoir des villages qui soient toujours vivants, attractifs, où les gens aient envie d'habiter. Ça sert à rien de faire des endroits où plus personne n'a envie d'habiter parce qu'on a l'impression d'entrer dans un musée, comme je le disais. La priorité, c'est qu'il y ait des gens à l'intérieur des bâtiments avec une architecture qui respecte le passé, mais qui soit aussi tournée vers l'avenir. Guillaume, est-ce que tu as des questions qui te viennent à l'esprit? Non? Oui. J'ai une dernière question. Comment on procède pour sélectionner ce qui va être construit? Par exemple, s'il y a des architectures détruites, comment procède-t-on? Alors, le parc n'est pas propriétaire de l'ensemble du territoire du parc. Donc ça, c'est vraiment des projets privés. C'est quelqu'un qui a une ruine, il va venir nous voir en disant, voilà, j'aimerais bien reconstruire cette ruine. Et on va discuter avec lui de savoir quels sont ses objectifs et dans quelle mesure ce qu'il va faire là respecte les caractères du parc. Mais bien évidemment, je dirais l'avenir du territoire, il est entre les mains également de tous les propriétaires et tous les habitants de ce parc. C'est pas seulement nous. Merci beaucoup, mais pour clôturer, je pense qu'on peut visionner le making-of qu'on a réalisé. On va peut-être voir s'il y a des questions dans le public. On a un public qui est Ah présent. oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de participer en posant des questions, des choses qui n'avaient pas été claires, ou des commentaires simplement sur les reportages ou sur l'émission en elle-même? Est-ce qu'il y a des potentiels... Non. Personne. Alors voilà, c'est une bonne question. Une suite sur les Cévennes. En fait, il a fallu faire des choix quand on a décidé de faire le stage. Donc, comme l'a dit Martin, c'était sur 4 jours, avec une première journée de préparation avec l'entente Causse-Cévennes aussi. C'est une Tasté qu'on remercie au passage, qui est venue parler des paysages auprès des adolescents. Et on avait au préalable réfléchi à un axe, le parc, enfin en tout cas le territoire des Cévennes, ou en tout cas le territoire de l'agropastoralisme tel qu'il est en tout cas défini dans ce qui a été protégé par l'UNESCO, est très large et on ne pouvait pas sur 3 jours aller partout. Donc on s'est concentré sur les Causses. On a hésité à aller justement voir les artisans bâtisseurs en pierre sèche, et on s'est dit qu'on allait réduire aussi le temps de trajet, parce que sur une journée, emmener les jeunes sur un lieu de tournage, etc., s'il fallait faire 1 heure de route matin, après-midi, etc., on a préféré privilégier le temps de tournage. Mais ça peut être une idée, effectivement, l'an prochain, de redémarrer notre projet sur des paysages plutôt cévenols, ou le Mont Lozère, qui va apporter aussi d'autres questions. Oui. C'est ça, il y a un peu plus de travail. Mais oui, non, c'est une question qu'on s'est posée en amont, effectivement. Juste Guillaume, tu sais si c'est un appel à projet qui est reconduit tous les ans? Oui. Ouais. Alors c'est surtout Télédrail qui a répondu à l'appel à projet. Nous, Ouais. au niveau de la nouvelle dimension, on est venu en tant que partenaire. Mais c'est un appel à projet qui est reconduit tous les ans et qui est généralement sur le patrimoine bâti, urbain. Et ce qui était un petit peu particulier sur ce projet, c'est que c'était un patrimoine naturel. Alors ça ne veut pas dire que c'est le seul projet je ne sais pas depuis quand ces patrimoines existent. C'est pas forcément le seul projet sur patrimoine naturel qui existe, mais là on s'est saisi justement du classement au patrimoine de l'UNESCO pour montrer que le patrimoine chez nous, il est essentiellement naturel. D'accord. Mais oui, on pourrait le refaire l'an prochain sous un autre angle. Une idée. Et moi, je voulais dire, je suis très content que ce soit des adolescents qui parlent de notre patrimoine bâti, paysager ou naturel, parce que c'est un public où, à chaque fois, on dit on a du mal à capter, à communiquer auprès de ce public, et en fait, voilà, il est là, et il tourne des émissions, puis il nous interroge, c'est parfait, il est là, il est présent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.
Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus et surtout à nos invités. Merci beaucoup. Est-ce qu'on montre le making-of On maintenant? va montrer le making-of. D'accord. Alors, making-of qui a été réalisé aussi par les ados et monté par les ados. La montagne que tu vois là, c'est celle-là. Ah, mais c'est trop cool. Ouais. Quels endroits spécifiques vous font penser que c'est normal que Vébron soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? Il y a par exemple un escalier en pierre sèche dans la montagne là-haut. Si vous prenez ce chemin par là et que vous tournez à droite sur le premier pont, continuez. Et en haut du petit chemin, vous trouverez un magnifique escalier en pierre sèche de 3 ou 4 étages dans la montagne. D'accord, ok. Bon bah nickel, merci beaucoup. Même privé, ce château fait partie du patrimoine de Vébron. Les nombreux festivals et événements de Vébron font aussi partie de son patrimoine. Ça c'était une sorte de truc un peu abandonné. On y allait mais c'était propriété privée. Et donc voilà, c'est autre chose. Là, on les voit là, même derrière, il y en a qui étaient plantés ou en vigne, ou en fruitier, ou en céréales. Il n'y avait aucun pin sylvestre, tout était beaucoup plus dégagé, ou au pastoralisme. Vous êtes du coin déjà ou vous êtes d'ailleurs? Alors on est de région parisienne et on va voir ma sœur à Montpellier. D'accord. Donc toi, est-ce que vous avez déjà eu le temps de visiter un peu le Un village? petit peu et on connaissait déjà, je connaissais d'avant en fait. Alors, on est d'ailleurs, nous on vient de l'Eure-et-Loire, de Chartres. On est du 05000, c'est dans les Hautes-Alpes. Pour changer un petit peu de nos vacances, parce que nous on vient de la Beauce où c'est tout plat, ici on sait qu'il y a les gorges du Tarn, donc là on est en location à Méruis. Là, on en avait entendu parler, on nous a dit qu'il fallait bien, si on vous avez les gorges du Tarn, il fallait s'arrêter à Saint-Denis parce que c'était caractéristique du paysage et tout, il fallait vraiment, c'était à voir, quoi. Alors on ne voulait pas manquer de voir ça, quoi. À cause du paysage, il y a de la montagne, il y a de l'eau, il y a des sentiers de randonnée plus ou moins durs, plus ou moins connus. Il y a beaucoup de choses à visiter dans la région. Comme vous avez pu le constater, il y a des images que vous n'avez pas vues. En fait, ce stage s'est déroulé sur donc 4 jours, mais avec des animations qu'on avait préparées aussi pour les imprégner, on va dire, du paysage, avec des marathons photos et des jeux de questions avec les gens dans la rue.
Donc il y a encore plein d'autres images qui pourraient faire l'objet de bonus DVD. Donc on remercie tout le public d'être venu ce matin. Merci aussi à nos partenaires, l'Entente Cause Cévennes, Supagro-Florac, Parc National des Cévennes, les artisans pâtisseurs en pierre sèche, mais aussi la ferme de Mativet qui nous a reçus, la Nouvelle Dimension et Télédrail qui ont pu préparer ce stage et animer cette émission, et Supagro encore une fois pour nous accueillir dans cette salle qui nous a permis de proposer ce direct ce matin qu'on vous pourrez revoir par la suite. Voilà, merci à tous en tout cas.